Merci d'assister à un autre épisode des entrevues dialogiques du professeur Normand Cornet, qui reçoit cette semaine une auteure, et je suis sûr qu'il va se faire plaisir de la présenter. Et on y se lance. Monsieur Cornet, c'est à vous. Alors, merci à Radio Infocité et à l'animateur Monsieur Drolet qui nous invite pour une entrevue dialogique au sujet du nouveau documentaire À pleine voix qui explore la vie de 6 femmes musulmanes. Et j'ai le plaisir de recevoir sur les ondes de Radio Infocité Dr Rachida Azdouz. C'est la seule fois que je vais l'appeler docteur. Elle me défend de l'appeler ainsi. Et donc, elle aussi, elle a visionné, tout comme moi, ce documentaire, et on va parler des enjeux présentés dans le documentaire À pleine voix. Et je m'empresse de mentionner à l'auditoire de Radio Infocité, vous avez la possibilité de voir ce film samedi le 14 mai à 15h au centre Henri Lemieux, qui est situé au 7644 rue Édouard, à la salle. L'entrée est libre, c'est ouvert au grand public. Et là, on va justement regarder de nos propres yeux ce documentaire et parler des implications de ce film. Donc, j'aimerais demander à vous, qui êtes psychologue et spécialiste en relations interculturelles, mademoiselle Azdouz, quel est, selon vous, l'enjeu primordial de ce film À pleine voix? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, professeur Cornet. Je suis heureuse, surtout que nous avons reporté souvent ce rendez-vous, mais que enfin nous arrivons à nous revoir et j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. Et je remercie beaucoup aussi Monsieur Drolet de nous donner cet espace dialogique qui fait du bien en cette période de toute idéologique. Donc, ce qui me frappe, je pense que le titre, le film est accompagné de son sens parce qu'il annonce dans la description la pluralité des voix de ces femmes. Et pour moi, la pluralité, le fait que les femmes musulmanes se conjuguent au pluriel, c'est le centre de ce documentaire. Ça a l'air d'une évidence ou d'un défonçage de porte ouverte, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que ça fait des années depuis que le fait musulman est au cœur des débats, pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde réclame la pluralité et le pluralisme. On le dit, mais on ne le fait pas. Soit on va inviter des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui vont parler du fait musulman et des femmes musulmanes plus particulièrement, soit pour les défendre avec beaucoup de bonne volonté et de bonne foi, mais avec une part de maternalisme, soit on va inviter des femmes musulmanes, mais des porte-paroles, parfois autoproclamées, qui vont parler de la pluralité, mais qui vont en parler au nous. Nous, vous savez, nous sommes féministes, nous ne sommes pas soumises. Donc, en parlant au nous, elles parlent au nom de ces femmes-là, donc elles invalident la pluralité de ces voix. Alors que ce film fait exactement ce qu'il prêche. Il tend le micro à plusieurs femmes. On ne les voit pas ensemble, on ne les voit pas discuter, on les voit dans leur parcours et elles racontent chacune son parcours singulier. Parce que dans le fond, c'est ça, la pluralité. Moi, je dis toujours que les psychologues sont, si les anthropologues sont les grands défenseurs du droit à la différence, les psychologues sont les gardiens du droit à la singularité. Et on le voit d'ailleurs dans ce film que j'invite les gens à aller voir. On a toutes sortes d'histoires. C'est très rafraîchissant parce que peu de femmes mises en scène dans ce film sont connues. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Et elles racontent leur parcours, comment elles ont pris des chemins de traverse pour en arriver soit à se réconcilier
avec leur pratique ou leur foi et comment elles ont aménagé cette foi ou cette pratique selon leur parcours singulier. Alors c'est vraiment la pluralité c'est ce que je retiens beaucoup de ce film et je dois dire qu'on en avait vraiment besoin. Ah, c'est bon d'entendre. Et d'ailleurs, quand je pense au documentaire À pleine voix, Mademoiselle As-12, j'ai fortement, au fond, la question, peut-on réconcilier féminisme et l'islam? Que diriez-vous? Alors là, c'est la question qui est nommée sans être nommée dans le film. Et je crois que c'est bien parce que une des, je vais prendre le temps de répondre, enfin de réagir, hein, parce dans le fond, c'est qu'on a, je félicite vraiment la réalisatrice parce qu'elle n'est pas tombée dans le piège de mettre le voile au centre de son film. Parce que quand on parle de féminisme et islam, on parle sans en parler du voile. Là, le voile n'est pas là. Et ce n'est pas un déni du voile, parce que les femmes en parlent. Elles disent, on me dit comment tu es musulmane, tu n'es pas voilée. Elles en parlent, mais comme le voile n'est pas là, on ne le voit pas, donc on ne fétichise pas la question. Parce que dès lors qu'on voit apparaître un voile, on ne peut plus parler, tout tourne autour du voile, qu'elle soit voilée ou dévoilée, les femmes qui sont interrogées sont piégées et fétichisées. Et là, on a éliminé, on a écarté ce risque-là ou ce piège-là, et c'est très bien, sans toutefois en faire un film pour ou contre le voile, ça devient accessoire. Alors, comment peut-on le réconcilier? Je pense que une des protagonistes du documentaire, qui est un peu plus connue d'ailleurs, Asma, en parle un peu, où elle dit, ben, nous, on n'osait pas trop, elle est dans une espèce d'assemblée de cuisine, c'est la seule fois d'ailleurs où on voit des femmes musulmanes parler entre elles et pas raconter leur histoire à la réalisatrice. Elle dit, ben, on n'ose pas trop contester des choses, on n'ose pas. Et pourtant, quand on fouille dans l'histoire de l'exégèse, ben on voit que la doctrine est contestée par d'autres. Donc, elles se sentent autorisées à remettre en question, parce que c'est aussi l'un des enjeux actuels, c'est peut-on questionner, remettre en question, critiquer de l'intérieur la doctrine sans trahir, sans jouer le jeu de l'extrême droite, sans bon, et dans le fond, elle se libère finalement de ces craintes-là en disant, ben, d'autres que nous ont réfléchi justement à la compatibilité de l'islam avec le féminisme et on se sent autorisé à en parler aussi, donc sans se sentir en conflit de loyauté. Mais je dirais que le film ne va pas très loin dans cette question-là. Je pense que ça reste, et c'est peut-être l'objectif aussi, c'est qu'elle interroge des femmes et elle leur tend le micro et elle dit, il y a plusieurs façons d'être féministe, parlez-moi, enfin, il y a plusieurs façons d'être musulmane, parlez-moi de votre rapport à l'islam. Donc la question du féminisme et de l'islam, elle est amenée par les femmes elles-mêmes. Il y a une jeune femme qui dit à un moment donné, celle qui est mariée avec un non-musulman, et ça, on entend très rarement ce genre de voix. C'est pour ça que ce film fait du bien. Elle dit, moi, je suis mariée à un non-musulman. Et dans le fond, l'islam est une affaire privée, personnelle, intime. C'est le lien de la transcendance. Je le dis dans mes mots, mais en substance, c'est ce qu'elle dit entre soi et ce à quoi on croit. Et dans ce cas-là, c'est Allah, c'est l'islam. Et personne ne l'oblige, lui, à me suivre. Et ça, c'est du féminisme, parce que c'est une question qui est loin de faire l'unanimité dans le monde musulman, où on prétend, on présume que seuls les hommes musulmans auraient le droit d'épouser des non-musulmans et pas les femmes. Et si elles le font, l'homme doit se convertir. Et elle dit elle le dit le plus naturellement du monde. Elle dit non, pour moi, l'islam, c'est une question de très, très intime et finalement, c'est entre moi et moi. Et lui, il a sa croyance. Par contre, il est monothéiste.
Donc, c'est important qu'il soit monothéiste. Mhm. Et je ne sais pas si elle fait allusion ou si ça lui a été dit, mais en tout cas, une des féministes arabes qui essaie de défendre, enfin pas de défendre, mais qui essaie de réfléchir à l'articulation du féminisme et de l'islam, c'est Asma al-Emrabet. Et Asma al-Emrabet est allée déterrer ce que dit le texte, le Coran, et ce que disent ensuite les hadiths et ce que disent les exégèses, pardon, les exégètes et les théologiens, en disant dans le Coran, cette contrainte d'épouser une monothéiste, elle s'applique aux hommes et aux femmes. Donc il y a quelqu'un quelque part qui a interprété et qui est sorti du Coran en disant que cette interdiction ne s'applique qu'aux femmes. Donc je dirais que est-ce qu'on peut concilier l'islam et le féminisme, la question est abordée, mais pas de manière frontale. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un choix de la réalisatrice, il faudrait que ce soit elle qui réponde. On dirait elle a évité les deux sujets les plus frontaux et qui ferment tout de suite la porte ou qui antagonisent, c'est-à-dire l'islam et le féminisme et l'islam et le voile. Mais quand même, elle a laissé ces femmes-là aborder la question toutes seules. Ça vient d'elles, c'est intéressant. Et chacune a ses réponses. Mais c'est une question qui devrait être débattue encore longtemps, 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 parce que c'est pas réglé. Non. J'aimerais poursuivre dans cette veine, mademoiselle Asdouz, mais est-ce que le professeur Issam Idriss est avec nous maintenant? Je demande au régisseur, monsieur Drolet. Ah. Non, non, il n'est pas encore arrivé. Peut-être. Alors, je vais donner suite au point soulevé par Rachida Asdouz. Quand vous parliez, et c'était très à point, la question du voile. Voile, hijab, burqa. Moi, en tant que spécialiste en sciences des religions, mademoiselle Asdouz, j'ai bien souvent l'impression, comme vous disiez si bien, on va pas plus loin. L'instant qu'on voit voile, hijab, burqa, il n'y a plus de dialogue. Et je me demande, est-ce que ces vêtements, et je parle dans un sens sémiotique, de signes, symboles et sens, est-ce qu'on se trouve piégé de façon sémiotique quand on parle de voile, hijab et burqa, et ça ne nous permet pas d'aller au-delà? Oui et non. Oui, oui, parce qu'effectivement, comme je vous disais, ça fétichise, ça braque. La question devient, c'est ce que j'appelle la hijabisation du débat sur l'aménagement de la diversité religieuse au-delà de l'islam. Ça inclut toutes les autres religions. On hijabise le débat sur la laïcité, par exemple. Le débat sur la laïcité finit toujours par atterrir sur le terrain du voile, le débat sur la gestion, sur les accommodements raisonnables, sur donc oui, on voit pas plus loin, mais en même temps, la question du voile est une vraie question dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, en Occident, c'est autre chose. Dans les pays occidentaux, elle empêche d'ouvrir sur d'autres questions qui sont importantes pour les femmes musulmanes elles-mêmes. Je pense par exemple à la question justement du mariage. C'était intéressant de voir cette jeune femme nous dire, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que moi je suis autorisée à épouser un non-musulman sans le contraindre à se convertir et à quelles conditions? Et selon ma compréhension des textes, il doit être monothéiste. Et il ne doit pas s'ingérer, je ne dois pas m'ingérer. Mais en focusant sur le voile et en cristallisant et en s'accrochant à la question du voile, on empêche des réflexions et des interprétations sur des questions fondamentales, comme la question du mariage. Comme la question, je faisais allusion tout à l'heure à Asma al-Mrabet, qui est une des théoriciennes du féminisme musulman ou islamique, et qui essaye justement d'apporter des éléments de réponse au féminisme dans le monde musulman, et qui l'a dit, qui a dit, elle a porté le voile, elle vient de l'enlever, et Asma al-Mrabet ne s'est jamais heurtée aux plus orthodoxes, aux religieux les plus orthodoxes, quand elle a parlé du voile, le porter, ne pas le porter. Elle s'est heurtée aux orthodoxes de manière assez violente le jour où elle s'est attaquée à la question de l'héritage.
dans les pays musulmans. Et ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Une véritable inégalité, une véritable incompatibilité entre les réalités sociales, autant dans les pays musulmans que dans les pays occidentaux, que dans les familles musulmanes dans les pays occidentaux. Mais quand on parle des pays musulmans, dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, ou à majorité musulmane, ou de culture musulmane, les femmes travaillent autant dans les villes que dans les campagnes, donc les hommes ne sont plus nécessairement des pourvoyeurs. Donc, dans la mesure où l'homme n'est plus le pourvoyeur, tout l'impératif d'accorder plus une part plus importante de l'héritage aux hommes qu'aux femmes ne tient plus la route, parce que certaines femmes vont par exemple travailler, payer la moitié de l'appartement qui a été acheté par le couple, et quand le mari meurt, elles sont obligées et qu'elles n'ont pas de garçon, elles sont obligées de partager avec le frère parce qu'elles n'ont pas de fils. Ça, ce sont des enjeux. Alors, ce sont toutes des questions importantes qu'il ne faut pas nier par peur d'apporter ou d'ajouter de l'eau ou de donner du grain à moudre à l'extrême droite, parce que ça n'a rien à voir, c'est une question musulmano-musulmane. Effectivement, on ne parle pas de ces choses-là quand on s'accroche au voile parce qu'on s'enlise dans le voile. Alors, c'était ma longue réaction à votre question sur est-ce que le voile empêche effectivement, ou est-ce que ça voile d'autres questions plus importantes? Oui, mais mais il faut quand même parler du voile parce que cette question-là se pose. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et dans quel contexte? C'est une question légitime dans la mesure où elle n'est pas un prétexte à parler d'autre chose. Quand on parle du voile pour parler de laïcité, c'est un prétexte. Parce que la laïcité n'est pas liée uniquement aux questions du voile. La laïcité, c'est d'abord une question de neutralité religieuse de l'État, de ses institutions et de ses représentants. Et il y a autre chose que vous avez dit que j'aimerais bien donner suite, Mademoiselle Azdouz. Vous mentionnez une des personnes dans À pleine voix qui dit, mais ça c'est une question individuelle, personnelle, entre moi et ma foi. En tant que spécialiste en sciences des religions, Mademoiselle Azdouz, je vous dirais, c'est une expression occidentale de la foi. Parce que dans les religions monothéistes, dans les religions mondiales, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, la foi est une question collective. Il s'agit de la communauté comme pierre de touche. Or, en Occident, dans le libéralisme politique, c'est l'individu qui est la pierre angulaire. Et que diriez-vous à cela ? Je dirais, je ne suis pas une spécialiste des religions et des sciences des religions, donc je n'aurais pas la prétention d'aller jouer sur votre terrain. Je parlerai plus en tant plutôt que spécialiste de la question du fait minoritaire et de la gestion du fait minoritaire et comment les différents référents identitaires, le religieux, le linguistique, le collectif, l'individuel, tous les référents influence un discours qu'on tient sur soi. Et ça inclut la foi. Cette jeune femme n'est pas une spécialiste. Ce qu'elle nous dit, c'est « moi, j'ai réfléchi », et elle le dit d'ailleurs, elle dit « pendant quelque temps, moi, je me définissais pas vraiment comme musulmane, j'étais musulmane, je ne faisais pas le ramadan ». Et là, elle le fait, on voit dans le film qu'elle observe le ramadan. Dans le fond, si vous interviewez le musulman moyen dans la rue, il va vous dire non, nous on n'a pas de clergé. C'est dans ce sens-là qu'il définit. Dans l'islam sunnite, hein, parce que l'islam chiite c'est autre chose. Dans l'islam sunnite, on n'a pas de clergé, et même les imams qui conduisent la prière ne sont que des guides. Ils guident, ils ne sont pas des intermédiaires au sens où le clergé le serait. On n'a pas de Vatican, on n'a pas de clergé. Donc c'est dans ce sens-là que cette jeune fille dit c'est une question intime et personnelle. La foi
la foi. Parce que il y a, quand vous interrogez le discours, le discours populaire dans des pays musulmans, je dis pas les pays musulmans, moi je viens du Maghreb, donc je parle de ce que je connais, il y a tout un corpus de proverbes, par exemple, qui disent finalement, il n'y a que Dieu qui voit vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, si ma foi est sincère, si elle ne l'est pas. Donc, c'est dans ce registre-là qu'elle est allée puiser sa réponse. Mais il va de soi, par rapport à la foi, mais il va de soi que la pratique, là on parle de la foi, mais la pratique, le rituel religieux, le ramadan par exemple, la conduite de la prière dans les mosquées, les rituels funéraires, tout ça est régi par le groupe et le collectif. On ne pleure pas ses morts tout seul, on les pleure en groupe, on les accompagne au cimetière en groupe. Donc, la foi et la pratique sont deux choses différentes. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai compris l'intervention de la jeune femme. Et cette distinction est importante et merci, mademoiselle Azdous. Autre chose que vous venez de soulever, question identitaire. Et vous avez mentionné au tout début de cette entrevue dialogique le pluralisme de l'islam, le pluralisme des femmes musulmanes. Et au fond, ce qui m'étonne quand je regarde ce documentaire à pleine voix, peu importe leur façon de vivre l'islam, chacune des 6 femmes réclame leur identité musulmane. Mais elle la vit tout autrement. La première femme dans le film, elle s'affiche palestinienne, musulmane et lesbienne. Et elle a épousé une femme juive. Alors, c'est très intéressant quand on veut réduire la question identitaire chez les femmes musulmanes, le réduire à l'hijab, burqa, niqab, c'est vraiment une caricature, c'est un stéréotype à mon humble avis. Cette identité musulmane des femmes, c'est une panoplie. C'est bien cela? Ah oui, absolument. Et c'est effectivement, je partage tout à fait votre observation. Dire, elles ont chacune une histoire. Quand je parle de singularité, aucune histoire ne ressemble à l'autre. Et elles en arrivent effectivement, et ça m'a frappée aussi, donc je suis contente de voir qu'elles en arrivent toutes à la conclusion que quels que soient leurs autres référents identitaires, ce référent religieux est là. Elles se définissent soit comme musulmanes de foi, ou de pratique, on en voit une, rompre le jeûne, soit de foi, soit de pratique, soit de culture, soit de posture. Et c'est pas péjoratif quand je parle de posture. Je pense notamment à Kenza Benis, qui a écrit les monologues du voile et qui dit à un moment donné, ben moi, c'est presque un geste politique, c'est presque une posture, une position politique que j'adopte parce que je vois qu'il y a de l'islamophobie et je veux dire que je suis musulmane, elle est musulmane de culture et donc on est carrément dans une posture politique et c'est ce qui en psychologie interculturelle, il y a un auteur avec lequel je travaille beaucoup moi, c'est le Carmel Camilleri qui a défini ce genre de position ou d'attitude de la personne qui a absolument plus rien à voir avec sa communauté d'origine, ni dans le fort externe, ni dans le fort interne. C'est-à-dire ni dans la foi, ni dans la pratique, mais qui dit, mais je suis quand même des vôtres. C'est ce qu'on appelle l'identité de principe. L'identité de principe. C'est pas l'identité polémique. L'identité polémique, c'est dire cette religion qui vous énerve, avec laquelle vous avez de la difficulté à composer, ce voile qui vous énerve, moi je vais le porter. Même si à l'origine je ne le portais pas, l'identité politique, revendicatrice, alors que là c'est l'identité de principe. Dire cette culture et cette croyance et cette foi et ce groupe religieux qui dérange et qui est victime d'une image dépréciative, même si dans les faits, je n'ai plus rien à voir avec cette religion, je réclame, enfin, je ne l'exclus pas de mes référents identitaires
par solidarité et par principe. Kenza dit c'est un geste politique, et la jeune femme palestinienne dit, mais je suis lesbienne et je sors avec une juive, et je suis mariée avec une juive. Donc, mais c'est pour ça que ce film est intéressant. C'est parce que elle n'exclut rien, même les grands tabous. Même le grand tabou de je suis palestinienne et je suis mariée à une juive et je suis lesbienne, sachant par ailleurs qu'en islam, la question homosexuelle n'est pas une question facile. Donc elle dit, dans le fond, c'est comme une façon d'interpeller les deux. Le monde occidental et le monde musulman. Elle dit aux Occidentaux, je suis lesbienne. Je vous ressemble parce que j'assume mon identité sexuelle, mais elle dit aussi aux musulmans, je suis des vôtres, mais je suis lesbienne aussi. Donc, aux deux mondes, le monde occidental et le monde arabo-musulman, elle dit, je suis des vôtres, mais dans ce que je décidais, moi, de prendre comme référent, mais je n'appartiens à aucun des deux mondes. Dans le fond, je me suis construit un monde et une identité multiple que j'ai articulé, je dis bien articulé, pas bricolé, articulé, concilié en fonction de mon parcours singulier. Et donc, il y a beaucoup de colère et de révolte dans ces postures, mais en même temps, moi, je suis convaincue qu'il y a eu beaucoup de colère et de révolte dans le processus, mais le résultat que l'on voit est assumé et serein. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on entend très peu ça. On entend soit des groupes de femmes musulmanes qui se sentent obligées de dire nous les musulmanes sommes comme ça, puis l'Occident essaie de nous, soit à l'inverse des gens du monde occidental qui disent ben voyons donc, le féminisme universel embrasse toutes les causes, comment voulez-vous vous créer votre propre féminisme? Donc ces femmes-là, dans le fond, dans un sens, j'écoutais ça, je l'ai regardé plusieurs fois. Et ensuite, j'ai regardé chacun des témoignages et je me dis finalement, dans leur grande gentillesse et dans leur calme, elles administrent quand même des raclées à tout le monde. Mais, mademoiselle Azdouz, vous soulevez plusieurs points primordiaux, à mon humble avis, en parlant de cette femme palestinienne, musulmane, lesbienne. On peut parler, n'est-ce pas, d'hybridité culturelle, les valeurs occidentales, l'identité musulmane. Aussi, en sciences des religions, on parle du syncrétisme religieux. S'agit-il du syncrétisme religieux dans ce cas-là? Et je tiens, avant de passer à un autre invité qui nous attend, je tiens à dire, et cela a scandalisé mes collègues universitaires, surtout, j'ai le privilège de dialoguer avec des savantes féministes. Je me souviens toujours d'une étudiante du Liban, d'une famille musulmane de nom, mais sécularisée, et qui avait épousé, mais pleinement, les valeurs occidentales. Or, à l'université, elle a pris la décision de porter le hijab, au plus grand scandale de sa famille, ici au Canada, au plus grand scandale de mes collègues savantes féministes, mais c'est rétrograde pour elle de faire cela. Et je lui ai demandé moi-même, mais pourquoi avez-vous pris cette décision? Et elle m'a répondu, c'est d'assumer mon identité. Je vais proclamer cette identité haut et fort, ici, dans le milieu intellectuel. Et j'ai trouvé ça formidable. Là, on a un invité qui nous vient en direct de Paris, qui enseigne justement à Paris, Sorbonne 5, et qui est psycho-anthropologue, le professeur Issam Idriss, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de faire des ateliers dialogiques. Alors, pour le présenter, merci de nous joindre, professeur Idriss. Vous nous entendez? Alors, en attendant que le professeur Idriss trouve son micro, j'invite mademoiselle Azdouz à répondre à ces enjeux de ce que j'appelle
hybridité culturelle présentée dans le film à pleine voix, sinon le syncrétisme religieux? Oui, écoutez, je ne sais pas si je vais répondre directement à votre question, mais je vais dire ce que m'inspire votre dernière intervention. C'est que vous avez parlé de quelque chose de fondamental, c'est le processus. La personne, parce que c'est un processus, pour en arriver à une identité syncrétique, syncrétisée, articulée, bien assumée, il faut mener une guerre intérieure, d'abord entre soi et soi, ensuite entre soi et son environnement, et il faut passer par des acquisitions et des renoncements, des deuils et ce que je trouve intéressant, parce que je veux parler de ça, parce qu'on est quand même à Montréal, on est au Québec, on est au Canada, on voit ce qui se passe en Europe aussi, et la question de la transmission est fondamentale, parce que la transmission joue un rôle très important dans ce syncrétisme. Quand on veut articuler et synthétiser, ben, il faut être capable d'avoir des leviers pour faire cette synthèse. Et plusieurs de ces femmes ont parlé de la maternité. Il y en a une qui dit, je suis enceinte, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Parce que ce syncrétisme et cette articulation des identités multiples, elle est importante pour les enfants, surtout quand les enfants sont nés dans un pays d'immigration. Et toutes ces femmes parlent de la transmission et disent, moi, je veux que mes enfants sachent d'où ils viennent. Je veux qu'ils connaissent mon histoire. Et ça, c'est extrêmement important de transmettre. La meilleure façon de transmettre à ces enfants quand ils vivent en situation d'immigration et qu'ils n'ont pas toute une société autour, parce que dans les pays d'origine, le problème se pose moins. Les références, on les a. Mais dans un pays d'immigration, pour ne pas se retrouver avec un problème comme les banlieues françaises, où la première génération, une partie de la première génération, pensait rendre service aux enfants soit en s'assimilant complètement, soit en parlant le moins possible du pays d'origine et de la culture d'origine pour que les enfants s'intègrent. Et finalement, ils ne se sont pas intégrés parce que la troisième génération est en demande de transmission. Elle somme les parents et les grands-parents, il y a une sommation, une demande de transmission, qui suis-je? Et comme les parents n'ont pas été en mesure de dire aux enfants qui ils sont, eh bien finalement, ce sont d'autres qui s'en occupent. Avec des agendas politiques, avec des agendas qui n'ont absolument rien à voir avec l'intérêt du jeune. Alors qu'en transmettant l'histoire personnelle, c'est maman ou des papas qui disent voilà d'où tu viens, voilà qui je suis, voilà pourquoi cette composante de mon identité est importante et voilà la place que je lui accorde. Cet enfant va hériter, va recevoir cette transmission et il va en faire ce que lui veut et il va faire son propre travail de synthèse. Sinon, c'est des leaders religieux autoproclamés avec des agendas politiques qui le font mal, qui le font pas dans l'intérêt de l'enfant et ça donne les banlieues françaises. C'est très intéressant parce que dans le film À pleine voix, on voit justement cette jeune femme née au Canada, née au Québec, née à Montréal et qui dit dans sa jeunesse, dans l'adolescence, elle a rejeté, mais d'un revers de la main, l'islam, mais avoir cheminé et puis là, être en relation et enceinte et elle envisage la maternité. Là, c'est un retour aux sources identitaires. Or, la plaque tournante, c'est l'islam. Et c'est, en revanche, il y a l'autre jeune femme dans le film qui est unilingue anglophone, superbe artiste d'art contemporain, qui, elle le dit d'emblée, j'étais élevé, je suis né ici, j'étais élevé dans une communauté musulmanes, mais très proches les uns des autres, et la foi nous était chère, la communauté musulmane nous était chère. Quand je suis devenu artiste et de l'art contemporain, en plus, il y avait un gouffre qui s'est ouvert entre moi et mes parents, de sorte que c'était silence radio au point de vue de l'art contemporain. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder son art. Et je suis critique d'art, je le dis en connaissance de cause. Mais elle a un commentaire combien révélateur. Elle dit, vous savez, le danger pour la communauté immigrante musulmane, c'est qu'on veut tellement protéger, conserver l'islam, la foi, la communauté, les valeurs,
qu'on devient figé. On devient plus conservateur que du foyer, de la patrie d'où sont venus nos parents ou nos grands-parents. De sorte qu'il y a comme, moi j'appelle ça, une sclérose religieuse s'installe. Oui. Or, j'invite mademoiselle Razdouz et si le professeur Idriss, son micro marche, on aimerait bien l'entendre aussi. Alors, coupez-moi la parole, n'hésitez pas. Elle a parlé de fossilisation. J'ai trouvé ça très bien. Justement, la fossilisation. Et pour empêcher la fossilisation, il faut permettre justement, il faut donner les outils et la mémoire et transmettre pour que justement les enfants et les petits-enfants n'achètent pas une culture culturelle. Professeur Idriss, est-ce que vous pouvez nous parler? Ben, je vous entends bien, mais est-ce que vous m'entendez? Ah là, on vous entend tout à fait. Alors, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Mais, je suis vraiment, merci. Je sais pas ce qu'il y avait dans la machine. Il y avait des choses comme ça qui me dépassent parce que la technique, parfois, ça nous… Voilà. Je suis vraiment ravi d'avoir entendu ces belles paroles, cette belle discussion, mais j'étais émerveillé en visualisant tout à l'heure le film et j'étais subjugué effectivement de voir et d'entendre ce qu'on appelle l'islam d'ici et d'ailleurs, à la fois sur le plan qu'est-ce que les génération après génération, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet héritage qui s'impose des siècles et des siècles, et comment, en quittant le continent ou les pays musulmans, comment l'islam en fait s'adapte, ou les musulmans plus particuliers, parce que l'islam c'est une chose, alors que les musulmans ce sont des êtres. Comment les musulmans et les musulmanes s'adaptent effectivement à des sociétés en devenir, parce qu'il faut quand même sortir des illusions et des confusions qu'on trouve à la fois dans le pays musulman et dans le pays occidental sur des choses qui malheureusement nuisent à nos enfants, parce que la pire des choses que pourrait détruire la compétence individuelle et l'évolution d'un enfant, c'est les confusions. Et donc, il y a des confusions effectivement terribles au niveau des confusions entre des règles et des lois, des confusions entre des principes et des valeurs, des confusions entre les mots de langue et les concepts et les notions qui ne sont pas clairs pour qui que ce soit. Et donc, dans ce mélange, effectivement, émerge une génération qui exige en fait une pureté, une clarté par tout ce qui est les sociétés séculières, et une communauté religieuse qui évolue en dehors des territoires musulmans. Et c'est pour ça, peut-être la souffrance, la violence, la haine, l'extrémisme et les difficultés qu'on éprouve aujourd'hui, ou les préjugés, ou le stigmatisme, viennent de ces confusions-là. Je ne doute pas sur les bonnes intentions de tous, sans doute, parce que c'est des choses humaines et l'humanité est une. Il n'y a plus de doute sur l'humanité de l'humain, d'où qu'il vienne. N'empêche, la production de l'humain c'est loin d'être universel. Et donc, si l'humain est universel, c'est la production de l'humain ne peut être universelle, mais ce que je trouve comme valeur et qui me plaît, j'aspire à ce qu'elle devienne universelle. Et c'est ce mot, j'aspire, qui nous manque. Est-ce que chacun pense que sa chose est une vérité absolue? Et à partir de là, effectivement, dès qu'on me contraint à l'autre, me contraint à son arbitraire, ah ben voilà, je résiste, et là, l'animosité, l'adversité, l'opposition et le conflit s'installent. Et donc, c'est pour ça, effectivement, j'étais très, très, très content d'entendre des individus qui disent des choses qui leur sont propres, mais ce que j'attendais, c'est que chacun dit « c'est mon choix, je l'assume et je ne demanderai à aucune autre personne de suivre ma voie. » Alors là, professeur Idriss, vous soulevez plusieurs points. Vous avez parlé de la pureté, de la vérité absolue. Et en sciences des religions, je suis très conscient qui dit pureté a une tendance sectaire. Sans doute. De plus,
vous mentionnez l'islam qui s'adapte. On voit 6 femmes qui vivent chacune sa façon, sa foi islamique. Or, il y a un principe, et vous qui faites partie d'une équipe de la psychiatrie transculturelle, et on le sait tous en anthropologie, le phénomène de l'inculturation de l'islam au Canada, au Québec, à Montréal, miroité, n'est-ce pas, dans ce documentaire à pleine voix. Un dernier point. Professeur Idriss, vous parlez de l'humanité, elle est une. Mais dans la foi islamique, la maison d'islam, elle est une aussi. Une. Alors, comment vivre ce que moi j'appelle cette dialectique, cette tension dynamique, comme dirait le théologien Karl Barth? Comment vivre cette tension dynamique dans le monde musulman de l'inculturation? Parce que le musulman en Indonésie est bien différent. D'ailleurs, le syncrétisme islamique est bien présent en Indonésie, qui est quand même le plus grand pays musulman au monde au point de vue démographique. Et il y a beaucoup de rites et de pratiques qui sont propres à l'Indonésie. Alors, comment réconcilier l'inculturation de joindre l'universel de l'islam et le particulier de la culture, qu'elle soit canadienne, québécoise, montréalaise ou indonésienne, et surtout, puisque Mademoiselle Radouz l'a soulevé au tout début au sujet d'À pleine voix, le pluralisme qu'on présente dans À pleine voix. Comment réconcilier l'unicité de l'islam et le pluralisme de la pratique du vécu de l'islam chez ces 6 femmes dans le film À pleine voix? Une seule chose, le voyage. Voilà, le voyage. Autrement dit, ce que le prophète a fait. Autrement dit, le hijra, comme on dit, la migration. La migration, c'est pas l'exil. Et là, je vois dans ces femmes qui font des choses que je trouve géniales, il y a aussi une confusion entre l'exil et la migration. Donc, dans la migration telle que nous appréhendons, il y a systématiquement une créativité. Et c'est cette créativité-là, effectivement, qui produit ce qu'on appelle le pluralisme de ce qui est l'unité de l'islam. L'islam, effectivement, c'est une chose telle qu'elle est dite révélée par le ciel. Et après, la pratique de cet islam en France, au Soudan, en Éthiopie, au Canada et en France, c'est pas absolument. Si c'est identique, ce sera un peu problématique pour moi, le psychopathologiste. Donc c'est pour ça la question de la transmission, dès qu'il y a une réception d'un message céleste ou un message humain, et la transmission, c'est un processus affectif qui doit absolument induire une modification dans la chose transmise pour la génération suivante. Il ne peut pas y avoir des copier-coller. Et donc, c'est pour ça, effectivement, on a des règles dans l'islam. Et ces règles sont immuables. Et donc, des règles, effectivement, on a les 5 piliers de l'islam, ce sont des règles. Et à partir du moment où les règles sont immuables, les personnes construisent comme les murs porteurs. Après, les personnes, quand ils ont les murs porteurs qui tiennent le plafond, ils en font 150 000 cloisons cassables, voilà, modifiables, étendables, pour que la personne puisse vivre son islamité conformément au lieu où il est. Si effectivement on transforme les murs porteurs par des cloisons, c'est effectivement l'effondrement de tout ce qui est l'islam et même donc de l'humain. Il y a cette perception. D'abord, il faut que les Occidentaux eux-mêmes cessent de cette prétention, qu'ils sont modernes, qu'ils connaissent tout. Alors, dans le dit société occidentale, ils ne sont pas encore des sociétés au sens conceptuel du terme, tel que moi, je le pense, comme en tant qu'anthropologue. Donc, on est une société en devenir. Donc, une société, c'est fatalement profane. Et donc, il n'y a rien de vertical dans la société. Et donc, ce sont des choses que nous accordons, nous,
par rapport à tout ce qui est consensuel et qui nous permet d'être ensemble. C'est ça la société. À partir des moments où il y a une société dite moderne ou autre, il n'y a plus de tabou dans ces sociétés. Le tabou, c'est quelque chose qui concerne justement des communautés religieuses, quelle que soit l'origine de la religion, que ce soit les hindouistes, ou les ancêtres, les invisibles, ou Allah, ou Krishna. Voilà, autrement dit, l'humanité ne va pas se définir par elle-même dans la communauté. Donc, l'humanité a besoin d'être définie par une instance qui n'est pas humaine. À ce moment-là, dans cette articulation entre humain, non-humain, s'instaure une religion. Et quand on est entre humains, il n'y a plus de religiosité. Autrement dit, chez les Occidentaux qui sont sortis de la religion pour fonder et constituer les confessions, il y a eu confusion. Il y a eu confusion. Et cette confusion, effectivement, va pousser les Occidentaux à confondre les valeurs qui sont fatalement religieuses avec les principes qui sont fatalement sociétaux. Et donc, si on dit effectivement la République française, j'ai dit souvent, la République française n'a plus de valeur. N'a plus de valeur. Elle a des principes qui sont liberté, égalité, fraternité, ne sont pas des valeurs. Ce sont des principes qui sont modifiables, aménageables. Voilà, on les fait évoluer pour contenir toute nouveauté, toute créativité et toute aspiration de l'individu. Mais si on fait des valeurs profanes, des principes profanes, des valeurs, c'est une déclaration de guerre à toutes les religions. Et le problème vient de là. Effectivement, à partir des moments où on va réifier les principes au niveau des valeurs, on risque effectivement de casser les valeurs de toute religion. J'ai lu dans le film, effectivement, la femme a la moitié de l'homme dans l'islam. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Dans l'héritage. Et en fait, quand on parle de l'héritage dans l'islam, c'est l'héritage du père. Et le père ne transmet pas à la femme, il ne transmet pas à la voisine. La femme, il transmet à sa fille. Et donc, il y a une confusion entre la femme et la fille parce que le père ne s'intéresse pas à la femme dans sa fille. Et cette femme, elle est libre dans l'islam, qui peut effectivement faire un choix, comme elle a fait l'actrice dans cette présentation que je trouvais géniale. C'est cette part de la femme en elle-même à qui personne ne peut la déranger. Parce que le père ne s'intéresse pas à la femme dans sa fille. Le frère ne s'intéresse pas à la femme dans sa sœur. L'enfant ne s'intéresse pas à la femme dans sa mère. Cette femme, dans l'islam, elle est libre, complètement libre. Mais pas la fille, pas la sœur, pas l'épouse, parce que c'est un contrat qui doit être honoré. Et ce sont ces confusions-là, effectivement, qui nous empêchent d'être entendus mutuellement, parce que chacun projette à partir de ses préjugés et une conception qui devient une conception idéologique et pas du tout anthropologique comme on pourrait le trouver dans nos recherches anthropologiques. Alors là, j'invite, elle veut pas que je l'appelle docteur, mais elle est psychologue, Mademoiselle Azdouz. Pourriez-vous enchaîner, répondre, réagir, voire analyser, critiquer ce qu'on vient d'entendre? D'accord. Moi, je réagis d'abord à la première. Je réagis parce que je ne suis pas certaine d'avoir compris. Donc, j'ai envie d'aller harponner professeur Idriss. Quand vous dites ce que j'aurais voulu entendre, c'est personne ne doit venir m'imposer. Vous l'avez dit dans d'autres termes, mais quand vous... Je peux le redire. Oui. J'ai dit que chacun, quand la personne, il dit effectivement, c'est mon choix, sur cette question, effectivement, de cette Palestinienne qui a épousé une juive et qui dit qu'elle est lesbienne, voilà, autrement dit, c'est la femme. C'est la femme qui a fait ce choix-là. Et ce choix, effectivement, il n'y a pas de choix qui ne soit pas arbitraire, qui ne soit pas accompagné avec l'arbitraire. Tous les choix qu'on fait, il est accompagné avec un peu d'arbitraire. Et c'est cet arbitraire-là qui ne convient pas à l'autre. Si la personne assume son arbitraire, il n'y a aucun risque, ni pour ses parents, ni pour ses frères et sœurs, ni pour ses enfants. Et toute la difficulté qu'on a, on n'assume pas l'arbitraire qui accompagne nos choix. C'est pour ça que je dis, dès que la personne fasse un choix, il dit « c'est mon choix », mais je ne l'impose à personne, je ne le considère pas comme la vérité ou comme l'absolu ou comme l'universel.
À partir des moments où le choix me porte, pourquoi je cherche à l'imposer à l'autre? Et pourquoi je vais imposer mon choix comme la vérité et pas une vérité ou ma vérité? D'accord, alors j'avais bien compris, donc je vous remercie de l'avoir clarifié. Donc ça s'applique aussi à la transmission. Donc quand je transmets mon histoire, mais je ne transmets mais pas mon choix. Exactement. Dans ce que je transmets, l'autre, que ce soit mon enfant, ma petite fille, mon petit-fils, va prendre ce qu'il choisit. Vous avez parlé de maison islam, maison commune. C'est peut-être la seule chose qui m'a, mais je ne voudrais surtout pas dire à cette réalisatrice qu'elle aurait dû ou qu'elle n'aurait pas dû. Son film est très bien, très 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 bien comme ça. Moi aussi, j'ai été vraiment émerveillée. Mais d'une maison commune, on peut entrer et on peut sortir. Il y a des portes, il y a des fenêtres. Et ce sont deux cas de figure que j'aurais trouvé intéressants, peut-être dans un autre film. Une personne qui est entrée dans cette maison, donc par conversion, et donc qui est entrée dans une maison qui lui a été transmise, en tout cas, qui est entrée pas à travers la filiation, mais un vrai choix. Donc une personne qui n'était pas musulmane et une personne qui est sortie de cette maison. Un choix beaucoup plus tabou, beaucoup plus difficile, on le sait. Donc, et ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, sur la possibilité Oui. d'entrer et de sortir de la maison. Non, mais la chose est claire, soyons clairs. Même dans le texte coranique, donc, aucun contrat dans la religion. Et si on confond la religion avec la confession, c'est autre chose. Parce que dans toutes les confusions, il y a une coercition, que ce soit catholique, protestante, peu importe. Dès qu'on est dans le catholicisme, dans le protestantisme, ce sont des confessions à partir de la chrétienté. Donc, il ne faut pas confondre effectivement confession et religion. Donc, la religion, effectivement, elle est totale. Dès que la personne, effectivement, entre dans cette maison par la porte, il ne faut pas qu'elle sorte par la fenêtre. Donc, voilà, il rentre par la porte et peut sortir par la porte. Mais à l'intérieur de la maison, est-ce qu'on est dans le privé ou dans le public? C'est ça la question. À la maison, j'ai la fenêtre, je suis au 6e étage, personne ne peut me voir, même avec un caméscope. Donc, on est dans le privé. Et à partir du moment où on est dans l'intime, dans l'intimité, l'intimité, c'est le socle qui lie l'individu avec son Seigneur directement. C'est la verticalité. Et effectivement, la religion s'intéresse à tout ce qui est horizontal, le rapport à l'autre. Il y a des enjeux là, en sciences des religions très importants que vous soulevez tous les deux. D'abord, le sacré et le séculier, ou ce qui est spirituel et ce qui est profane. Et vous savez, le protestantisme prétend que ce qui s'applique dans la communauté de la foi ne s'applique pas dans la société civile. Oui. D'où le phénomène de religion civique, entre autres la laïcité en France. Religion civique. Ça. Mais là, je tiens à dire ce que moi j'apprécie beaucoup dans le mouvement actuel des quêtes identitaires reliées au genre. Suis-je mâle, femelle, homme, femme, transgenre, bisexuel? Ce que j'apprécie, c'est qu'il nous sort d'une mentalité binaire. Et tant et aussi longtemps qu'on pense que c'est noir et blanc, vrai et faux, juste, et il faut aller au-delà de ce carcan binaire. Exactement. Et voilà. Oui, autrement dit, le plus important, effectivement, il y a, comme je disais, les confusions sont de tous bords. Il y a une confusion entre le privé et le public, confusion entre le général et le particulier, confusion entre les concepts et les mots de langue, même les identités. Les identités, c'est pas pour nous, l'identité, c'est un processus complexe, inlassablement recommencé. Et si on le réduit à la couleur, à la taille, au sexe, et à la religion et à la langue, bah c'est mort. C'est une entrave à ce processus. Le processus, effectivement, accompagne l'individu dès sa naissance. Dès le lendemain de sa naissance, ce processus identitaire
s'instaure et il est affiné au fur et à mesure, qui permet aussi à l'être humain de se distinguer de l'animal et de la montagne comme un objet. À Et partir de ce là où les sciences des religions ont rejoint l'anthropologie, c'est de se rendre compte que les religions, comme l'islam, sont organiques, vivantes, oui, donc évolutives et non pas figées. Et justement, cette jeune femme artiste dans le film, elle dit l'instant que vous figez la foi, elle meurt. oui, Elle est vivante comme les humains. exactement. C'est pour ça que je disais, lorsqu'on rend la chose comme un carcan immuable, ça veut dire effectivement, c'est même pas une religion, ça c'est autre chose, parce que j'ai pas vu une religion qui étrangle l'humain et ça l'empêche effectivement de se promouvoir. Sauf que dans l'islam en particulier, cette question justement de la liberté absolue, elle est garantie dans la mesure où la personne n'en fait pas un usage collectif. Autrement dit, mon choix ou ma manière d'être en contact avec Dieu, que je prie ou pas, que je m'expose ou pas, c'est mon choix et je l'assume. Dès qu'on l'assume, effectivement, on ne l'impose pas à la communauté qui a des règles et les règles, effectivement, ils sont comme ça pour la constitution du public. Dans la question de la transmission. Et donc, la transmission, effectivement, ça tue des voies et des processus tellement complexes qu'on a du mal, justement, à apprécier qu'est-ce que la génération suivante font de ce qu'on leur a transmis. Et toute tentative parentale de contrôler la transmission, ça aboutit à une psychopathologie. Donc, tous les troubles mentaux, effectivement, que nous avons, forcément, Madame Azouz, elle le sait, c'est la crypte, effectivement, dans une forme psychopathologique grave lorsque je voulais que mon fils ou ma fille soit la copie conforme de moi, alors qu'on n'a pas le même vécu, pas la même génération, mais encore plus pas le même corps. Et donc, c'est pour ça, effectivement, il y a des dimensions violentes, sectaires et extrémistes lorsqu'on voulait imposer quelque chose à ses enfants ou à ses voisins ou au quartier tout entier. Dans la transmission, effectivement, vous avez quelqu'un comme ça, voilà, un père qui boit de l'alcool. Et à partir du moment où il dit à son enfant, c'est interdit de boire de l'alcool dans l'islam, voilà, il transmet la règle. Mais il transmet sa propre les règles de transgresser la règle. Et l'enfant, elle est tellement intelligent et il a la règle transmise honnêtement par le parent, mais il a aussi la règle du parental. Et c'est à ce moment-là, il n'y a aucun souci pour cet enfant-là de développer entre 180 degrés quelque chose qui lui est propre dans sa subjectivité. Et c'est ça qui est génial dans la migration. Donc la migration, il n'y a pas la contrainte ou le contrôle social qu'on trouve effectivement dans le monde arabe où tout le monde doit conforme à la chose parce qu'on est une communauté musulmane. On a cette société canadienne, française, anglaise en évolution, en progrès, parce que ce n'est pas encore fini. Les sociétés occidentales ne sont pas encore finies de leur évolution. 2 siècles de société, de socialisation, il nous faut 650 ans. On a encore 4 siècles pour devenir une vraie société. Sinon, dans une société propre, effectivement, et profane, pourquoi Noël est férié au Canada, en France et en Angleterre comme un jour férié? On est en rodage. J'aurais aimé aussi, effectivement, dans une société, il y a un État laïque, que l'Aïd el-Kabir soit férié, que Yom Kippour, oui, mais la Zen d'Avesta. Donc, il faut qu'on garde un peu de communautaire dans la société évolutive. Donc, on est une tradition catholique, mais on ne peut pas sortir du jour au lendemain de 20 siècles de catholicité. Donc, ça chemine, et lorsqu'on aura effectivement, en l'an 5775, on sera une véritable société libre de tout assujettissement à Dieu et au clergé. Et là, vous soulevez un autre point, d'ailleurs, puisque vous êtes à Paris, en France, un des plus grands historiographes, Fernand Braudel, parlait de l'histoire des mentalités qui se construit avec la longue durée. C'est ça. Donc, il parlait de tout le bassin de la Méditerranée, la longue
qui s'échelonne sur des siècles, sinon millénaires. Alors, mademoiselle Azdouz, vous étiez très patiente. Vous aimeriez bien répondre, réagir. Ah non, j'ai eu beaucoup de temps, j'ai parlé beaucoup, alors que j'aime écouter. Donc, vous m'avez poussé dans mes retranchements en étant incapable d'ouvrir votre micro, docteur Idriss, donc vous m'avez obligé à parler. J'ai tout entendu, c'était bien. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais réagir. Une intervention de Norman, pardon, du professeur. C'est la question des non-binaires, des personnes de toute la communauté, des communautés LGBTQ+, qui sont très actives et qui même font des alliances dans une espèce d'esprit de convergence des luttes avec des groupes religieux, alors qu'a priori, ce ne sont pas des alliés naturels. Encore que dans les sociétés dites traditionnelles, la question de la non-binarité était présente et il y avait des mécanismes de régulation sociale qui rendaient ces réalités tout à fait naturelles dans une société. Les féminili en Italie, dans les pays du Maghreb, on a les danseurs de mariage qui voyageaient entre les deux genres et tout. Mais donc, ce qui est intéressant comment dirais-je, dans cette entrée en jeu et dans ces revendications LGBT, c'est le fait qu'elle nous rappelle que les frontières se brouillent, toutes les frontières. Les frontières ethniques, les frontières de genre, les frontières religieuses, et elles sont un peu et qu'il faut accepter, et ça rejoint l'histoire, la question du temps long dont vous venez de parler. Quand les frontières se brouillent, il faut prendre le temps de s'attarder aux frontières. S'attarder tout simplement aux frontières, donc ne pas les passer trop vite. Ça, c'est une première réaction à ce que je viens d'entendre. Ma deuxième réaction, c'était par rapport à la transmission. Justement, l'une des erreurs, je le vois beaucoup ici chez nous au Québec, au Canada, avec cette obsession de vouloir faire des cours d'éthique et culture religieuse, des cours sur l'histoire de la diversité, c'est qu'on essaie de fossiliser la transmission et on essaie d'en faire quelque chose de formel et de structuré. Alors que la transmission, c'est pas le parent qui transmet, c'est l'enfant qui pose des questions, qui dit pourquoi tu es là. On m'a dit que j'étais un descendant d'esclaves. Est-ce que le parent est sénégalais et il n'est pas haïtien? Le parent répond non, nous on n'est pas des descendants d'esclaves, mais on est noirs et voilà l'histoire de la négritude. Donc c'est en répondant aux questions de ceux qui attendent de cette injonction de la transmission de la part des deuxième et troisième générations en situation d'immigration, de migration ou d'exil, alors qu'on essaie de fossiliser aussi la transmission en faisant quelque chose. On le fait beaucoup avec les autochtones ici et on commence à le faire avec des populations dites immigrantes de deuxième, troisième génération. Ça, je trouve ça dangereux parce que ça va à l'encontre de l'idée même de cette liberté que professeur Idriss revendiquait tout à l'heure. Alors, donc, rappeler que la transmission n'est pas comment dire, quelque chose de formel et de structuré, mais c'est plus fluide que ça. Surtout, elle doit résister parce que puisqu'elle est affective, donc elle ne peut pas être structurable ni rationnelle. L'affect, c'est autre chose que la raison ou le cognitif. Et toute tentative de la cognitiviser, entre guillemets, ça, effectivement, ça aboutit, comme je disais tout à l'heure, à des formes un peu déformées qui aboutissent à des violences ou des troubles psychopathologiques, comme on voit souvent dans les dispositifs cliniques. Et donc, mais le plus important, effectivement, ces confusions qui se trouvent effectivement dans les sociétés en évolution ne sont pas soldables, dont on ne peut pas se ressortir que par la confrontation avec l'altérité ou la diversité. Parce qu'effectivement, quand on a des notions comme ça, si par exemple j'ai dit à ma grand-mère LGBT, elle lui dit c'est quoi, c'est quel type de viande ça? Il risque de ne rien comprendre dans la mesure où la chose n'est pas pensable dans sa logique, dans sa
Mais il faut que je trouve un moyen justement pour pouvoir en dire quelque chose qui ne va pas la plomber dans quelque chose de défensif, comme on appelle les défenses maniaques, qui poussent les personnes justement à se réfugier derrière des illusions et pas des mécanismes effectivement de la rencontre. Et c'est pour ça que je disais, ce qu'on a fait une assertion, et c'est très bien que le professeur Cornet soulève la binarité, la logique de tout ou rien, c'est très mortifère. Et effectivement, la diversité est une issue possible parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dissibles dans d'autres langues. Elles ne sont pas pensables dans d'autres cadres. Elles ne sont pas entendables dans d'autres cadres. C'est comme si, voilà, comme la neige, par exemple. La neige à l'équateur, il n'est pas pensable. Je prends des exemples concrets. Lorsque je parlais à ma mère, je lui dis la neige. Il me dit, c'est quoi? C'est de la farine? Je dis, ben non, c'est de la glace. Il est du Soudan. Oui, c'est de la glace. J'ai dit non. Finalement, j'ai cité ça. Elle m'a cité 50 choses qu'elle connaît. Finalement, j'ai dit, bah, maman, la neige, c'est la neige. Voilà. Donc, c'est pour ça, je disais comment on peut effectivement, mais moi, même pour des choses objectivables comme ça, c'est difficile. Parlons pas des choses morales, des choses un peu abstraites. Et la migration permet effectivement à l'autre de pouvoir repenser sa trajectoire d'évolution. Et donc, la présence effectivement des femmes musulmanes en Occident permet justement de libérer les femmes occidentales de leurs illusions sur l'autre et sur elles-mêmes. Et ça, j'ai pas vraiment j'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'effectivement, la liberté telle qu'on la pense en Occident aujourd'hui, c'est une illusion. Alors que la liberté au Maghreb ou dans le pays musulman en particulier, c'est une conquête. Et cette égalité qu'on dit entre les hommes et les femmes, lorsqu'on dit l'égalité entre les hommes et les femmes, dans l'islam, ça ne se pose même pas. La femme, c'est l'égal de l'homme. Mais dans l'être, mais pas dans le faire. La femme et l'homme. Donc, on parle de la femme et de l'homme, on ne parle pas de la fille, de l'épouse, de la mère. Et à partir du moment où l'égalité est une évidence, je n'ai même pas à la questionner. Mais la complémentarité implique justement un dispositif et cette question de la part, effectivement, de la part de la liberté de la femme et de l'homme, c'est une conquête. Donc, je conquéris la liberté, il ne m'est pas donné comme ça, comme un droit qui n'a pas de poids ou qui n'a pas de prix. Mais c'est une conquête de toute liberté qui n'est pas conquise à sa vraie valeur, ça risque d'être abandonné au premier carrefour. Alors, avant qu'on passe à Mademoiselle Azdouz, et j'aimerais quel est le dernier mot, quelques points à soulever dans ce que vous venez de dire, professeur Idriss. D'abord, quand on parle de religion, je me suis rendu compte dans l'enseignement universitaire, souvent dans la conscience ou la conception des étudiants et étudiantes, religion équivaut doctrine, dogme et institution. Or, moi, j'opte pour une approche qui vise la spiritualité, le spirituel, et vous avez parlé du disciple, j'opte pour l'indicible. Oui. Et je constate dans ce film à pleine voix, on ne fixe pas l'objectif, quand on parle d'islam, des femmes musulmanes et d'identité islamique, on ne fixe pas doctrine, ni dogme, et encore moins institution. Mais on voit une spiritualité féminine dans ce film. Et je cite l'exemple en tant que critique d'art, quand je vois l'art de Mademoiselle Hack dans ce film, son art s'est exprimé visuellement l'indicible d'une spiritualité profonde chez elle. Alors, le dernier mot, c'est à Mademoiselle
peut-être pour conclure cette discussion que j'aurais tellement voulu faire avec vous autour d'un bon repas et donc c'est cette question des frontières parce que ces jeunes femmes, elles sont toutes relativement jeunes, hein, des jeunes mamans, leur processus, il n'est pas complété. Il y a des allers-retours dans une construction identitaire, il y a des avancées, des reculs, il y a des moments de crise où donc on n'a pas devant nous des personnes complètes qui ont un pied dans la tombe. Donc c'est un processus et il y a des frontières et elles vont peut-être faire face à d'autres frontières de temps, d'espace, des frontières générationnelles quand leurs enfants vont vieillir. Donc c'est juste de se rappeler que les frontières se brouillent et que les frontières se brouillent et qu'il ne faut pas les traverser trop vite, parfois. Et le deuxième élément sur lequel je voulais peut-être m'exprimer, j'ai bien entendu, j'ai bien compris ce que le professeur Idriss disait quand il disait que les femmes musulmanes jouent un rôle, elles confrontent, elles émancipent, enfin elles libèrent les femmes occidentales de leurs illusions. Je dirais plutôt, il n'y a personne qui émancipe personne, mais même si j'ai bien compris que vous ne l'entendiez pas, vous ne parliez pas d'émancipation au sens de libération, je dirais plutôt que les unes et les autres, les femmes musulmanes en situation de migration ou d'immigration ou de refuge, parce qu'on a des réfugiés aussi, et les femmes occidentales se bousculent les unes les autres dans leurs illusions. Et dans ce corps à corps, c'est ça la relation à l'altérité, c'est un corps à corps. Le respect de l'altérité ne se réclame pas à corps et à cri, il se pratique au corps à corps. Et dans ce corps à corps, personne ne sort indemne. Tout le monde est un peu altéré. Tout le monde est un peu altéré. Les femmes musulmanes et toutes les femmes immigrantes, quelles qu'elles soient, vont être altérées et les femmes occidentales vont être altérées, mais sans être abîmées. Alors, on doit terminer. Je vous demande, mademoiselle Rachida Azdouz, professeur doctorat en psychologie, et le professeur Issam Idriss, psycho-anthropologue à Paris, Sorbonne 5. Je vous demande une seule chose. Revenez à un autre moment. Nous parlez encore. J'apprécie énormément votre expertise et surtout votre sagesse dans des questions sensibles, délicates et qui peuvent nous déchirer ici à Montréal, au Québec, au Canada, comme en France et ailleurs. Un grand merci à la régie, Monsieur Drolet, de Radio Infocité, et je souligne à l'auditoire de Radio Infocité, vous avez eu l'occasion de voir en personne, à pleine voix, le samedi 14 mai, de 15h à 17h, au Centre culturel Henri Lemieux, situé au 7644 rue Édouard, à la salle. L'entrée est libre, c'est ouvert au grand public et suite à la projection d'À pleine voix, on aura un débat d'idées parce que de la discussion jaillit la lumière. Merci beaucoup. Merci à vous.